Voici la dernière capsule d'information concernant les réactions transfusionnelles retardées. Comme les réactions aiguës, les réactions transfusionnelles retardées peuvent être d'origine immune et non immune, et nous allons commencer par les réactions d'origine immune. Il y en a 4, l'alloimmunisation, la réaction transfusionnelle hémolytique retardée, la réaction du greffon contre l'hôte et le purpura post-transfusionnel. Alors, premièrement, l'alloimmunisation. Il s'agit de la stimulation du système immunitaire du receveur par un antigène étranger sur les hématies du donneur, ce qui entraîne la production d'un allo-anticorps qui est généralement de classe IgG. Les causes sont la transfusion de globules rouges de phénotype différent de celui du receveur. Les principaux symptômes, en fait, il n'y a pas de symptômes comme tels, mais ça complique les prochaines transfusions de l'individu allo-immunisé. La prévention, c'est de respecter les normes de sécurité transfusionnelle, de bien analyser l'historique transfusionnel et obstétrical d'un patient afin de transfuser des produits sanguins qui vont le moins possible stimuler son système immunitaire et le plus possible de transfuser des globules rouges de phénotype identique autant que possible. Dans certains hôpitaux, on va exiger la transfusion de phénotypes identiques pour certains systèmes de groupes sanguins chez les femmes en âge de procréer, par exemple le système RH, le système KEL, le système de Phi, tout ce qui est connu pour causer la maladie hémolytique du nouveau-né pour éviter le plus possible des problèmes dans le futur. Deuxième réaction, la réaction transfusionnelle hémolytique retardée. Il s'agit de la destruction des globules rouges du donneur sensibilisés par un anticorps du receveur. Dans ce cas-ci, l'hémolyse va être extravasculaire uniquement parce que l'anticorps ne fixe pas le complément. C'est la différence entre la réaction hémolytique retardée et la réaction hémolytique aiguë. C'est que l'anticorps ne fixe pas le complément et que l'hémolyse demeure extravasculaire. La cause est la présence d'un anticorps irrégulier du receveur de très faible titre généralement, ce qui fait que ce n'est pas dépisté lors de la recherche d'anticorps irréguliers au laboratoire. Les principaux symptômes, en fait, souvent c'est sans symptômes, mais il peut y avoir un ictère progressif, tout doucement, et si on effectuait des analyses de laboratoire plusieurs jours et même plusieurs semaines après la transfusion, on pourrait observer une diminution tout doucement de l'hémoglobine, la présence d'urobilinogène dans l'urine, un Coombs direct positif, avec possibilité de faire une élution. Mais souvent, ça passe tout simplement inaperçu parce que l'hémolyse se fait de façon vraiment graduelle et le patient finit par retourner voir son médecin parce qu'il ne ressent pas les effets bénéfiques qu'il devrait ressentir de la transfusion sanguine étant donné que les globules rouges sont détruits. La prévention, c'est le respect des normes de sécurité transfusionnelle encore là et l'analyse de l'historique transfusionnel et obstétrical du patient, de bien vérifier dans son dossier s'il n'y a pas déjà un anticorps connu de détecter il y a plusieurs années auparavant qui serait peut-être rendu de très faible type et qui pourrait passer inaperçu aujourd'hui. Troisième réaction, c'est la réaction du greffon contre l'hôte. C'est une réaction qui est rare, mais qui est très grave. Il s'agit de l'activation et de la prolifération des lymphocytes T présents dans le produit sanguin qui s'activent et qui prolifèrent et qui attaquent les cellules du receveur. Donc, c'est les lymphocytes du donneur qui s'attaquent aux cellules du receveur. Ça se produit uniquement chez les receveurs qui sont sévèrement immunodéprimés et les chances sont accrues lorsque le donneur et le receveur sont apparentés au premier degré dans le cas de dons dirigés entre parents et enfants, par exemple, étant donné que les gens d'une même famille au niveau du premier degré vont avoir des antigènes semblables au niveau
du CMH, du complexe majeur d'histocompatibilité, ce qui va faire en sorte que il y a plus de chances que ce phénomène-là se produise parce que la personne immunodéprimée va avoir plus de difficultés à reconnaître les lymphocytes étrangers comme étant du non-soi et à les détruire. Les principaux symptômes sont fièvre, diarrhée et éventuellement une aplasie médulaire qui va entraîner une pancytopénie. La seule prévention qu'on peut faire, c'est de transfuser des produits irradiés chez les gens qui sont sévèrement immunodéprimés. Et c'est une pratique courante. Par contre, il faut faire attention parce que les produits irradiés vont avoir un taux de potassium extracellulaire beaucoup plus élevé qu'un produit non irradié, ce qui peut aussi être problématique chez les jeunes enfants ou les patients qui ont des dysfonctions rénales. Donc, il faut des fois en plus laver le globule rouge. Et plus on effectue d'interventions sur un culot globulaire, bien, plus on diminue la survie des globules rouges par la suite. Donc, il n'y a aucune situation qui est parfaite. Quatrième réaction, le purpura post-transfusionnel. Il s'agit de la destruction des plaquettes du donneur et de ses propres plaquettes. C'est un mécanisme qui est mal compris. La production d'un anticorps antiplaquettaire du receveur qui réagirait envers les plaquettes du donneur et aussi envers ses propres plaquettes. On ne comprend pas bien ce phénomène-là. Mais ça entraîne des saignements, des purpuras et possiblement des hémorragies cérébrales dans les cas très graves. La seule façon de prévenir ce problème-là est de transfuser des produits sanguins dépourvus des antigènes plaquettaires correspondant à l'anticorps du receveur, donc de faire une identification de l'anticorps du receveur et de faire des typages d'antigènes plaquettaires par la suite pour toutes les transfusions nécessaires pour cette personne-là. Et ces analyses-là se font chez Héma-Québec. Maintenant, pour les réactions retardées d'origine non immune, il y en a seulement deux. Un, la transmission d'infection et deux, la surcharge ferrique. La transmission d'infection, il s'agit de la transmission d'une maladie infectieuse du donneur au receveur. La cause, c'est la présence d'un agent infectieux qui n'a pas été détecté par les tests de dépistage en raison de la période de latence ou la période d'incubation ou la période sérologique muette. Ce sont tous des synonymes, mais tout agent infectieux, tout agent viral infectieux a une période de latence pendant laquelle on ne peut pas le détecter par les techniques de dépistage utilisées et ça fait qu'on peut passer à côté d'un échantillon ou d'un donneur en fait qui aurait une infection pas connue et qui pourrait être transmise au receveur. Les principaux symptômes, ça va être variable selon l'agent infectieux. La prévention, c'est de faire une sélection très, très, très rigoureuse des donneurs de sang. C'est pour ça qu'Héma-Québec a un processus de sélection qui est assez long et ardu pour chaque donneur de sang. L'amélioration constante des techniques de dépistage. Plus on va améliorer les techniques de dépistage, moins on va passer à côté de tubes faussement, d'échantillons faussement négatifs. Et la déclaration de tous les cas de nouvelles infections diagnostiquées après une transfusion, c'est très important parce que tous les produits en lien avec la personne initiale responsable de la transmission de l'infection vont être retirés de la circulation, ce qui va prévenir la transmission de l'infection à des nouveaux donneurs. Et la personne, le donneur porteur, va aussi être informé du fait qu'il est porteur d'une infection et ne sera plus admissible au don de sang par la suite. Finalement, la surcharge sérique, il s'agit d'un excès de fer dans l'organisme. C'est causé par des transfusions régulières de globules rouges en raison d'une maladie chronique comme la thalassémie, la drépanocytose. On parle de transfusions régulières sur des longues périodes.
Les symptômes, c'est l'hémochromatose, le dépôt de fer au niveau des organes, entre autres le foie. La prévention, c'est d'espacer le plus possible les transfusions quand c'est possible et d'essayer d'opter pour différents traitements comme l'érythropoïétine au lieu de toujours transfuser des nouveaux globules rouges. Et on peut aussi administrer des médicaments chélateurs du fer pour éviter le dépôt du fer au niveau des organes. Alors voilà pour l'ensemble des réactions transfusionnelles. Maintenant, c'est à vous de jouer et de vous créer un outil d'étude en complétant le tableau résumé de toutes les réactions transfusionnelles que je vous ai distribuées lors de notre première rencontre au début des stages. Les outils que vous avez pour compléter ce tableau-là sont premièrement la liste de mots manquants que je vous ai distribués en même temps que le tableau d'investigation des réactions transfusionnelles que j'ai mis disponible sur le partage, ce qui va vous aider à déterminer les analyses à effectuer pour chacune des réactions transfusionnelles. Vous avez aussi votre livre d'immunohématologie de Roselyne Italien et la notice d'accompagnement d'Emma Québec. Je vous invite aussi à me contacter pour répondre à vos questions. Je demeure en tout temps disponible pour vous et je vous souhaite un bon travail.